vendredi 12 juillet. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, je vais m'entretenir avec nos collaborateurs afin de discuter des différents sujets qui ont retenu votre attention au cours des dernières semaines. Et pourquoi je dis votre attention? C'est qu'on va répondre aux questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot à commercial gmail.com. Mais tout d'abord, on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, dans l'actualité, eh bien, on vous en parlait depuis déjà quelques semaines et voilà que la nouvelle est tombée du côté de Enrico Cardilli. Il a annoncé sa démission de manière immédiate à Frédéric Vasseur, lui qui exerçait un poste de directeur technique du département châssis pour la Scuderia. Il a aussi officialisé dès le lendemain qu'il se joindra au vert, donc à l'équipe Aston Martin. Il pourra commencer à exercer ses fonctions à compter de la saison 2025. Il s'agit d'une deuxième grosse acquisition en autant de semaines pour l'écurie de Lawrence Stroll. On a officialisé un nouveau PDG la semaine dernière en Andy Cowell. Donc à ce moment-là, ça fait que c'est deux grosses acquisitions, beaucoup d'expérience. On aura la chance d'en parler un peu plus là, dans le deuxième bloc et voir ce que nos collaborateurs en pensent. Autre sujet qui a retenu notre attention cette semaine, c'est ces négociations qui auraient été entamées entre le géant manufacturier japonais Toyota et l'écurie américaine Haas. On voudrait créer une forme de partenariat qui lierait les deux parties afin de développer une voiture pour 2026. Toyota n'a pas l'intention pour le moment de revenir et d'agir à titre de motoriste, eux qui avaient quitté le sport à la fin de la saison 2009. Donc, il s'agirait d'un retour pour eux. On veut se servir de notre fameuse soufflerie là, dont McLaren utilisait jusqu'à tout récemment. Et comme par hasard, ça va mieux depuis qu'on s'en sert pas. Et elle est un peu désuète. Là. Elle date de l'autre décennie en F1. Donc, oui, Toyota a toujours une soufflerie à Cologne, en Allemagne. Donc, on voudrait mettre ça à la disposition de Haas qui font présentement leur développement du côté de l'Italie. Je pense que du côté technique, c'est peut-être pas nécessairement ça qui va révolutionner l'écurie Haas, mais c'est plutôt le support financier, le sérieux que Toyota pourrait leur apporter du fait qu'on ne reculerait peut-être plus devant les dépenses du côté de Haas. Gene Haas serait peut-être plus motivé à fournir une partie et se voir encouragé par l'apport financier de Toyota là-dedans. On pourrait prendre des décisions peut-être plus significatives afin de continuer la progression de l'écurie qu'on doit admettre. Là, depuis quelques courses, du moins depuis le début de la saison, on a tourné la page de Gunther Steiner. On semble avoir une nouvelle approche. On semble au moins apporter des améliorations plus constantes, pas juste seulement à la fin de la saison, une fois que c'est peine perdue. Au moins, on livre une bagarre là, à nos opposants au championnat et c'est ce qu'on veut voir. C'est ce que les partisans de F1 souhaitent. On veut pas une bagarre à seulement 4 écuries. On veut une bagarre à 10, même s'il y en a que faut être plus modeste dans nos attentes. Il faut quand même voir qu'ils ont l'intention de participer, de compétitionner, plutôt de pas simplement être là à titre de touriste. Donc, on est, depuis le début de la saison, là, on est là, on fait du progrès. Hülkenberg réussit à faire des top 10. On a eu 2 voitures dans le top 10, justement, au Grand Prix d'Autriche. Donc, il faut continuer à bâtir là-dessus. Donc, je vois que ça pourrait être très positif là, que Toyota revienne. C'est aussi signe que le sport est en santé, que les grands manufacturiers, on a vu Ford qui arrivera en 2026 aux côtés de Red Bull. On a Audi qui aura sa propre écurie. On a GM qui souhaite faire son entrée avec le groupe préparé par Monsieur Michael Andretti et son père Mario Andretti. Donc tout ça là, qui rentre en perspective, on voit que les géants du monde automobile, ça sent bon la F1. On veut être associé à ça. On veut être capable de profiter du succès que le sport a depuis déjà quelques saisons. Oui, notamment il y a eu la série Drive to Survive. Il y a aussi eu une grande compétition au championnat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton qui est venu casser une forme de domination que Mercedes avait instaurée au travers des années. Puis on a laissé la place à un autre envers Red Bull, mais on a quand même un peloton plus serré. Donc tout ça, là, ça a attiré beaucoup de nouveaux partisans et ça attire l'attention aussi des grandes compagnies, des grands manufacturiers automobiles qui veulent faire partie de ce succès-là
aussi. Qu'est-ce que ça représente, par exemple, du côté pour justement le plan d'Andretti de rentrer comme 11e écurie? On sait que le président de la FIA lui avait déjà conseillé, il y a de ça un certain temps, de se tourner vers l'achat d'une écurie. Ben là, le fait que Haas se remet sur ses pieds, qu'on performe mieux en piste, que Gene Haas mentionne de façon catégorique qu'il ne veut pas vendre et que là, on parle d'une possible association avec Toyota pour 2026, eh bien, ça vient fermer une autre porte là, pour le groupe d'Andretti. Et il y avait notamment Gunther Steiner, l'ancien directeur de l'écurie Haas, lui qui mentionnait que c'est surtout l'approche du clan Andretti qui a fait défaut. Selon lui, là, c'est une des raisons premières pourquoi il n'a pas eu sa 11e écurie. Il a eu une approche qui a dérangé des gens et selon lui, il s'est même rendu au point de non-retour. Donc, il dit que ça va être très difficile pour l'écurie américaine de Andretti de faire sa place en F1, de convaincre les gens qu'il peut être là puisqu'il s'est mis pas mal de monde à dos. C'est l'idée là qu'on avait un peu là, de l'extérieur. On sait que ça fonctionne comme ça dans plusieurs autres sports. Lorsqu'on veut obtenir une concession, on demande de pas trop faire de vagues. Là. On dit de pas trop brasser le bateau, pas trop brasser la barque. Et c'est tout le contraire qu'on a fait du côté Andretti. Même quand on lui a donné un refus, il a continué de mentionner que la F1 était pas vraiment correcte. Il a continué de faire des grandes annonces, montrer moi j'ai bâti une usine, j'ai déjà un modèle prêt d'une voiture, j'engage du personnel, je vais même faire de la prospection ou embaucher des gens à même le groupe qui travaille pour la Formule 1, je m'en vais piger dans certaines écuries. Donc, il n'a pas nécessairement tout fait pour se faire des amis. Certains diront que c'est la façon, ça montre qu'il a des projets et qu'il veut les rendre à terme. Il est un fonceur, tout ça, je suis tout d'accord avec ça. Sauf que je peux comprendre de l'autre côté que ça a peut-être dérangé des gens. On est dans un monde de politique en F1, là, il y a énormément de politique en coulisses. Donc, si on va pas de la bonne façon et on suit pas les chemins qui ont été préétablis, ben à ce moment-là, c'est sûr que lorsqu'on sort des sentiers, ça peut venir nous causer quelques problèmes. Ça semble être ce que Andretti vit présentement. On mentionnait aussi, c'est ça justement du côté de Gunther Steiner, là, c'est un peu comme lorsqu'on veut être invité à une fête, ben c'est sûr que si on n'est pas gentil avec le portier, il y a des chances qu'il nous laisse pas rentrer. Ben, c'était sa façon d'illustrer ce qui s'est déroulé pour Andretti. Et il a aussi mentionné, ça c'est une nouvelle qu'on n'avait pas là, pour les gens qui pensent que ça travaille encore fort en coulisses puis qu'il y a des négociations et que même si on les entend pas, le projet avance. Eh bien, Gunther Steiner, lui, mentionne qu'il y a rien. Il y a eu rien entre Andretti et la FOM là, qui est en charge de prendre cette décision-là. Eh bien, il n'y a eu aucune discussion d'ouverte entre les deux parties afin de trouver un terrain ou de préparer une avenue possible. On lui avait mentionné de reposer sa candidature pour 2028. Lorsque GM sera prêt à lui fournir un moteur, on considérait que ceci était sa façon d'apporter quelque chose au championnat, d'emmener un motoriste avec lui et on voulait pas nécessairement prendre sa candidature en considération tant qu'il n'aurait pas la certitude que le moteur de GM pourrait être prêt et lorsqu'il sera prêt, on serait prêt à l'intégrer au championnat, donc pas avant 2028. C'est l'ultimatum ou plutôt l'échéance que GM avait proposé afin de préparer un groupe motopropulseur digne de rivaliser avec des écuries de F1. C'est ce qui conclut l'actualité pour cette semaine. Maintenant, place à nos collaborateurs. Il est maintenant temps de faire place à nos collaborateurs. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve. Kevin Fontaine, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super. De l'autre côté, le champion de F2000 qui nous parle en direct de Moss Sport, Jean-Christophe Trahan, comment ça va? Ça va, top shape les boys, j'espère que vous aussi. Oui, numéro Ben oui, un. ben oui. On a un bel épisode aujourd'hui. J'ai décidé de faire place à nos auditeurs qui nous avaient envoyé de nombreuses questions au cours des dernières semaines. Je n'avais pas eu vraiment le temps de leur répondre pendant les podcasts. Donc, je l'avais fait sur Messenger ou sur courriel où normalement on reçoit ces questions-là, mais jamais lors des épisodes. Donc, j'ai décidé de faire ça avec vous aujourd'hui. Mais en débutant, je voulais commencer avec un sujet là, qui a retenu un peu l'actualité cette semaine. C'est les deux acquisitions par Aston Martin et une perte du côté de Ferrari. Vous n'êtes pas sans savoir que on aura un nouveau PDG
Maintenant, du côté de Lawrence Stroll, on a décidé de faire appel à Andy Cowell. Et du côté de la direction technique, maintenant, on a fait nos emplettes du côté de Ferrari avec Enrico Cardile, que son départ a déjà été annoncé. Je vais vous entendre vous prononcer un peu là-dessus. En commençant par toi, Kevin, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ben, c'est deux grosses acquisitions du côté d'Aston Martin. Puis je suis content de voir que le recrutement se poursuit avec Lawrence Stroll pour amener l'écurie à un plus haut niveau. Andy Cowell, très gros succès avec Mercedes, les titres mondiaux que l'écurie a acquis dans le passé. Donc, un monsieur avec de très, très bonnes connaissances dans son département. Et du côté de Cardile aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience là, chez Ferrari. Et bon, c'est sûr, son départ a été assez annoncé rapidement, là, avec effet immédiat. Mais je suis pas inquiet que Aston Martin va réussir à connaître du succès là, avec l'arrivée de ces deux noms-là au cours des prochaines années. Parlons-en de son départ immédiat. Est-ce que tu penses que c'est les récentes performances qui ont justifié qu'on a décidé de le laisser partir plus tôt ou c'est simplement le processus qui suit son cours puisqu'il s'en va chez la compétition? Bon, on veut le mettre à l'écart le plus rapidement possible, un peu comme on fait chez Red Bull présentement avec Adrian Newey. Il est toujours là, sauf qu'on ne laisse pas participer à les rencontres. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu difficile à dire, mais je dirais que les performances là, qui sont plus à la baisse là, depuis quelques Grands Prix, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais bon, on verra tout ça en temps et lieu. Mais je suis sûr que M. Cardi, là, il va pouvoir faire un bon travail chez Aston Martin. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Côté de Cardile, sa spécialité, c'est les châssis. De l'autre côté, du côté de Mhm. Carroll, c'est les moteurs. On s'en va Ouais. avec Honda en 2026. Donc, tout ça, ça vient apporter un soutien, ça vient apporter des connaissances. L'expérience de M. Cowell remonte même au temps de Cosworth en F1. Donc, c'est pas un gars qui est arrivé là, d'hier. Là, Mhm. disons que il en a vécu d'autres, on peut dire. De ton côté, toi, Kevin, si tu le vois aussi, c'est le lien avec Honda. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut solidifier, ce nouveau partenariat-là. Donc, on veut être capable d'avoir, non seulement ça nous prend quelqu'un qui développe le moteur du côté Honda, mais ça nous prend aussi quelqu'un qui est capable de venir tout jumeler ça au reste du travail. Donc, vraiment venir harmoniser tous les départements ensemble avec celui du groupe motopropulseur. Ouais, c'est ça. Ben, c'est surtout d'avoir le plus de personnes qui viennent derrière d'avoir beaucoup de connaissances, d'apporter le maximum d'informations des ingénieurs qui ont travaillé à gauche et à droite sur la grille, de faire un beau mélange, d'apporter le plus de connaissances possible et de se dire, parfait, là, 2026, nouvelle réglementation, on part en force, puis c'est notre occasion de jouer les titres. Parfait. Là, qu'on a abordé ce sujet-là, passons maintenant aux questions que j'ai reçues. La première nous vient de Benoît Genet. Benoît nous demande, Sergio Perez devrait-il être remplacé? Et si oui, qui serait votre prétendant pour combler son poste? Donc, qui serait votre remplaçant? Là, on sait qu'il y a plusieurs rumeurs. Kevin nous a même énuméré les différentes clauses que Red Bull possède pour mettre fin à ce contrat-là avant même qu'il commence, là, puisque c'est une prolongation de contrat qui est due pour la prochaine saison et nous emmener jusqu'à la fin 2026. Toi, de ton côté, Jean-Christophe, est-ce que tu mettrais fin à l'entente avec Sergio Perez dès maintenant? Et si oui, qui tu appellerais pour le remplacer là, pour finir la saison? Oui, ça serait dès maintenant. Ça serait au plus sacrant, comme on dit en français. Euh, Personnellement, mon choix s'arrêterait entre quelques pilotes. J'ai pas vraiment la main magique, mais si j'avais à dire, je serais intrigué de voir qu'est-ce que Daniel Ricciardo ferait, malgré son inconstance prolongée. Je serais quand même intrigué de voir dans une voiture qui serait peut-être plus adaptée à ce qu'il connaît et ce qu'il sait le mieux faire, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Sinon, je pense que j'irais chercher un Carlos Sainz. On sait que Carlos Sainz n'a pas nécessairement le rythme de course de Verstappen, mais qui est quand même très, très compétitif. Donc, je ne serais pas J'aime vraiment dans les jambes de Verstappen, mais tout de même, il sera toujours très souvent sur le podium. Il n'y aurait pas vraiment des grosses performances alarmantes comme Sergio Perez nous fait depuis le dernier deux tiers de la saison. C'est assez impressionnant. J'aime ton idée que tu ramènes Carlos Sainz parce que je pense que ça va faire partie du débat. Le fait qu'il n'a pas signé encore, il pourrait Ouais. très bien se retrouver se retrouver à nouveau dans les rumeurs d'un possible embauche avec Red Bull. Mais pour terminer la saison, parce que là, on s'entend qu'il ne pourrait pas aller chercher Sainz chez Ferrari dès maintenant. Là, ce ne serait pas possible. Donc, pour terminer la Non, c'est saison, vrai. tu me dis, tu remplaces Perez
Donc, effectivement, là, tu te rends peut-être à Spa ou même pas, là, tu te dis, OK, c'est beau, tu le relèves de ses fonctions et tu le relèves de ses souffrances aussi en même temps. Là. Je pense que on règle les deux en même temps. Mais Ouais, tu, ouais, ouais, tu, ouais, ouais, tu, exact. euh, tu le remplaces par Ricardo. Donc, c'est ce que je peux comprendre. Ça serait ton Je le candidat, là. mettrais Ricardo jusqu'à la fin de la saison, évaluer ses performances. Et après ça, on verra si on prolonge son contrat après ou sinon on amène un Carlos Sainz, quelque chose du genre. Moi, ça Ah, serait. Si j'étais de la position à faire ce genre de décision, je pense que ça ressemblerait à ça. ouais, je comprends. J'aime l'idée aussi. Toi, de ton côté, Kevin, tu fais quoi avec la situation? Ben, c'est sûr qu'à voir les performances de Perez, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Il ne restera pas, là. C'est too much, comme on dit en anglais. Puis selon moi, ça va jouer entre deux pilotes, soit Daniel Ricciardo ou Liam Lawson. Mais mon choix, et c'est très personnel, ça serait Yuki Tsunoda. Donnons une chance à ce pilote-là de démontrer ce qu'il sait faire au volant d'une voiture du tableau, parce qu'il s'est beaucoup amélioré depuis ses débuts. Oui, il peut parfois pousser des coups de gueule ici et là, mais depuis le début de la saison, il a beaucoup mûri par rapport à ses premières années. Je trouve que c'est un pilote qui est rapide, qui est constant, qui sait être agressif et qui, je trouve, mérite d'avoir sa chance juste pour terminer la saison. Après ça, on verra. Mais pour terminer la saison, moi, je suis prêt à lui laisser sa chance. Oui, justement, ça a été mentionné cette semaine comme quoi qu'on a donné, on donnait un essai à Liam Lawson justement aujourd'hui à Silverstone. Mais Yuki Tsunoda qui n'a Mm, jamais piloté une Red Bull encore. Donc, Lawson va avoir la chance d'essayer la RB20. Du mm. côté de Tsunoda qui a déjà un pied dans l'entreprise depuis plusieurs années, ben lui, on l'a comme jamais vraiment considéré. Christian Horner a quand même tenu à préciser que ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas sa chance un jour. On a renouvelé ses services, donc on croit en son talent. Ça, c'est sûr, c'était les bonnes phrases à dire, mais ce qu'on peut voir quand même de l'extérieur ou ce qu'on voit par les gestes qui sont posés par l'écurie depuis déjà un certain temps, je pense pas qu'il rentre dans ces cadres-là. Mais oui, il serait vraiment le meilleur candidat au moins pour terminer la saison. Ça, je suis d'accord avec toi aussi, Kevin, que présentement, avec les performances qu'il connaît, c'est lui qui mériterait d'avoir au moins cette opportunité-là. Sans lui donner nécessairement un contrat ou de l'écrire sur papier que c'est du long terme, il va rester là. Oh, ouais. Je pense que ça n'existe pas de toute façon, cette forme-là chez Mm, Red Bull de dire du long terme aux côtés de Max Verstappen. Mais au moins mm, d'avoir son audition, là, si on peut appeler ça comme ça, je pense mm. qu'il a fait ses preuves et il mériterait au moins d'être considéré. On reste avec Red Bull, c'est Gillian Lauder qui nous écrit, elle nous demande, selon vous, c'est quoi la principale cause que Red Bull perd autant de vitesse depuis quelques Grands Prix? Si vous permettez, les gars, je vais commencer. Si vous voulez en rajouter là-dessus ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, ça va me faire plaisir de vous donner la parole. Moi, je pense que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est pas nécessairement Red Bull qui a perdu de la vitesse au cours des derniers Grands Prix ou depuis le début de la Ouais. saison. C'est surtout les autres écuries qui en ont gagné. Faut pas oublier que ça fait déjà 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi, que Red Bull a moins de temps de développement que tous ses rivaux sur la grille. On peut prendre en considération justement une écurie comme McLaren qui a fait des gains significatifs. Eh bien, on a gagné, on a eu à un certain moment 25 plus de temps en soufflerie, 15 plus de temps et on aura 10 euh, d'avantage sur Red Bull pour le reste de la saison. Donc, je pense que tout ça à longue, ben, veut pas, c'est la nouvelle formule qu'on a décidé d'implanter en Formule 1 et je pense qu'on commence à en voir les résultats. De nombreuses écuries qui étaient à l'arrière ont progressé avec ça et ceux qui avaient gagné, qui avaient fait des gains, ben, on se sont fait dépasser par leurs plus proches poursuivants qui ont eu plus de temps en soufflerie. Du moins, c'est ce qu'on voit, là, qu'il y a une espèce de chambardement du peloton qui se fait à tous les mois là, avec un peu tout seul avec ce nouveau processus-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est une des principales causes ou vous pensez qu'il y a autre chose derrière ça? Je commence avec toi, Kevin. Ben oui, c'est ça. Les autres écuries ont fait du bon travail de développement cette saison. Ils réussissent à extraire plus de performances avec leurs pilotes, et notamment dû au fait que Perez est à la ramasse du côté des Red Bull. Tu l'as mentionné de McLaren, ils ont fait une belle progression, mais commettent trop d'erreurs, ce qui leur coûte des points au final face à Verstappen au championnat pilote. On peut compter quelques erreurs au courant de la saison. Au championnat constructeur, on en a perdu, mais on en gruge tout le temps un petit peu par-ci, par-là, vu au fait que Perez n'a pas de résultat. Et Mercedes, qui est revenu de l'arrière, 2 victoires au cours des 2 dernières épreuves, des évolutions qui portent leurs fruits autant en qualification qu'en course. Donc, il y a une convergence des performances. Puis on va voir ça, je suis pas mal persuadé, jusqu'au final de la saison 2025. Et oui, en plus, Mercedes, il veut offrir un 5
aussi additionnels à leur Ouais. temps soufflerie dû à leur position au Mhm. classement. Là, ils ont gagné ça le 1er juillet lorsqu'on a refait l'équilibre des forces et des partages. De votre côté, de ton côté, Jean-Christophe, tu penses quoi de tout ça? Est-ce que c'est Red Bull là, qui perd du terrain ou c'est juste la réalité du sport qui fait qu'on est en train de resserrer le peloton? Non, c'est totalement la stagnation de Red Bull. Probablement déjà depuis quelques temps cette année, on n'apportent pas beaucoup de modifications ou peuvent pas en apporter tout simplement. Et vraiment, la différence avec McLaren qui ont fini 3 ou 4e au championnat l'année passée, qui font des gains phénoménales. Mercedes aussi, il y a vraiment rien d'autre à rajouter. C'est vraiment juste un peloton qui se resserre et ça nous donne juste un meilleur spectacle avec vraiment plus des capacités du pilote à l'avant. Et comment dire, ça expose aussi les forces ou les faiblesses d'une et chacun qui sont maintenant, je veux dire, sont presque à armes égales. Là. C'est vraiment juste pour pour notre satisfaction, mais je vois vraiment Mhm. pas. Autre que le tumulte dans le clan Red Bull, euh, peut-être sont un peu moins alignés ou focusés, je ne saurais pas comment le dire. Donc, il y a eu Peut-être des que ça a un distractions, impact à mettons, jouer. là. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de distractions, exact. Je ne sais pas à quel point ça a un impact, mais j'ose penser qu'il y en a eu un. Ça, c'est de la spéculation, mais honnêtement, je pense pas qu'on est bien loin de la vérité. On poursuit avec ça. Dans les questions qu'on a reçues, eh bien, ça revient encore un peu indirectement avec Red Bull et avec tout ce qui se passe. Sylvain Poliquin qui nous demande où vous croyez voir Adrian Newey aboutir? À quoi vous croyez plus? De le voir chez Aston Martin, Ferrari ou tout simplement à la retraite? Je commence avec toi, Jean-Christophe, sur celle-là. J'ai vu de quoi de très intriguant sur le feed hollandais lors du Grand Prix de Silverstone la semaine passée. C'était un reporter irlandais qui parlait à Jeremy Clarkson, l'ancienne tête d'affiche de Top Gear. Et il disait, Jeremy Clarkson, c'est sûr que c'est un sensationnaliste, mais il connaît Drew Newey, ils étaient à l'école ensemble. Et il a dit quelque chose du genre de moi, je connais qu'est-ce qu'il fait, Drew Newey, I know for a fact. Il est en train de regarder des maisons à Oxfordshire et non à Maranello. Fait on ne sait pas est-ce que c'est vrai, mais d'après moi, il y a probablement peut-être une meilleure offre qui a été remise, même si c'est dur à croire, parce que Ferrari font toujours des offres après Cadavre. Probablement une meilleure offre plus alléchante dans le créneau de Newey. On sait qu'il ne veut pas vraiment déménager. Il veut rester dans sa patrie anglaise. Mais d'après moi, ça peut être plus plausible si on met un petit peu de poids au propos de M. Clarkson, que peut-être qu'il reste dans son coin, mais il est probablement plus avec Aston. Donc, ça vient balancer un peu ceux qui aiment bien croire à la fameuse signature du drapeau Ferrari là, qu'Adrian Newey a fait depuis déjà quelques semaines. Là. Un partisan de la Scuderia, un tifosi, lui avait présenté le drapeau et puis finalement, il n'avait pas refusé de le signer. Des fois, on regarde ça un peu, là, les écuries, les pilotes refusent de signer des casquettes de d'autres équipes, ces choses-là. Ouais, Mais ouais. Adrian Newey, qui est un gars c'est dur à lire parce que c'est un gars qui a tellement de respect que j'ai de la misère à l'imaginer refuser un autographe à un partisan. Puis de l'autre côté, je me dis, il le fait avec un sourire, il savait très bien ce qu'il faisait en même temps. Donc, c'est ça. Fait que ça vient un peu, je pense que tous les gens essaient de lire un peu qu'est-ce qui se passe là. Il y a un voyage aussi qui est planifié, qu'Eddie Jordan mentionnait, comme quoi que Adrian Newey a planifié un voyage en Europe avec sa femme, Italie, France, ces places-là ça a été promis depuis longtemps. Il y en a d'autres qui accordent l'importance à ce voyage-là en disant qu'il veut aller voir un peu comment se déroule la vie à Maranello, si on décide de faire ce changement-là et d'aller pas finir nos jours, mais je veux dire, finir peut-être notre carrière dans un endroit bien différent que l'Angleterre. Donc ça aussi, là, je pense que tout le monde essaie d'en tirer des conclusions avec ça. De ton côté, Kevin, peut-être que t'as-tu eu assez pour essayer d'avoir une idée sur où il pourrait aboutir? Ben, écoute, c'est pas impossible qu'il tente un dernier challenge et si c'est le cas, à mon avis personnel, j'ai l'impression que ça sera avec Aston Martin. Mais écoute, je pense qu'il peut quitter la tête haute, l'ami Adrien, avec tout le succès qu'il a connu. Il n'a plus rien à prouver à personne et s'il doit tirer sa révérence, ben, félicitations à lui pour cette immense carrière-là. Mais comme je l'ai dit, s'il y a un petit dernier challenge, je crois que ça va être avec Aston Martin. Notre quatrième question vient de Tifred. Tifred qui nous demande si vous étiez directeur d'écurie avec un budget raisonnable, quel serait votre duo de pilotes? Je commence avec toi, c'est celle-là, Kevin.
Euh, je dirais un top pilote en Verstappen ou Hamilton, même Alonso pour être considéré, et un très bon deuxième pour assurer des gros points. Un pilote comme Carlos Sainz ou Oscar Piastri, même Nico Hülkenberg pour être considéré là-dedans. Ouais, mais là, tu t'es pas peinturé. Là, tu envoies des offres de contrat un peu partout. Là, c'est le temps, c'est toi Oui, le directeur. Là. Prends ta c'est décision. moi le C'est qui? directeur. Bon, C'est quoi ton duo? le duo, bon, je te dirais, j'y vais avec Verstappen puis un Oscar Piastri. Non, je pense que tu te trompes pas avec ça. De ton C'est assez côté, solide, ouais. de ton côté, Jean-Christophe? Moi, je vais aller avec quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir, mais qui, d'après moi, le mérite. Moi, j'irais avec un Nico Hülkenberg et comme deuxième. Et j'irais choisir en premier un pilote des grosses pointures quand même. Je vais choisir quelqu'un de pas trop cher, là. J'irais peut-être avec un. Ben, Verstappen, je ne me tromperai pas, mais je vais aller avec un vieux loup. Je vais aller avec un Alonso. Vas-y. C'est sûr que je ne me trompe pas avec ça. Un duo d'enfer. Donc, tu y vas pour le court terme et non le long terme. Tu te dis, moi, je veux gagner maintenant. Oui. Donc, ben, gagner maintenant, ça aurait pu être Verstappen aussi, mais tu te dis, je m'en fous là, qu'il reste peut-être, il en reste moins à l'avant de lui qu'à l'arrière. Il en reste plus à l'arrière qu'à l'avant. Donc, tu prends Alonso et tu y vas avec Hülkenberg. Je pense que c'est un bon duo aussi. C'est un duo, disons que tu vas avoir une. Expérience. Oui, Expérience. exactement. Et tu vas avoir une idée On va remettre claire notre de la fondation. performance de ta voiture. Ah, certain, certain. Si ça serait de notre faute, on le saurait assez vite. Puis Mm. d'après moi, tu sais, si on prend un Alonso, c'est pas grave. Si, comment dire, il y a juste 2 ans, on met une fondation un peu comme Schumacher a fait avec Mercedes lorsqu'ils ont repris l'équipe. D'après moi, ça serait plus dans cet angle-là. Puis j'irais chercher un jeune pas cher après ça. Avec une Moi, bonne voiture. mon duo de pilote, ce serait identique à celui de Kevin. J'irais avec Verstappen, sans aucun doute, parce qu'on a l'âge de notre côté. Il n'a seulement que 26 ans. Il a déjà l'expérience des championnats du monde. Continue de s'améliorer en plus. Donc, il n'a pas atteint son plafond encore. Donc, c'est sûr que mon pilote numéro un que je prends dans l'écurie, c'est lui. Mais pour le supporter, j'irai avec Oscar Piastri. Je pense que c'est l'avenir de la Formule 1. Je l'ai même déjà nommé comme étant le prochain champion du monde. Selon moi, ça va être lui qui va remporter le prochain championnat du monde lorsque le règne de Verstappen va être terminé. Sauf que pour faire un peu différent, là, je vais y aller que si j'avais à prendre une décision maintenant, là, si on recule d'il y a quelques mois, j'aurais été avec Verstappen, mais j'aurais pris Nico Hülkenberg pour venir l'appuyer. Je pense que ça aurait été un duo le meilleur duo possible présentement pour garder bel et bien un numéro un et un numéro 2 qui se contente de faire ce qu'on demande chez Red Bull, c'est-à-dire de se tenir à 2 dixièmes de Max Verstappen et de récolter les points qui sont possibles à récolter. Donc, si Nico Hülkenberg est capable de positionner sa voiture, sa Haas régulièrement dans un top 10, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas capable de positionner une RB20 constamment dans un top 5. C'est ce qu'on demande chez Red Bull. Et si on avait quelqu'un qui, qui accomplissait ce travail-là présentement, ben, on aurait un moins gros casse-tête là, au championnat des constructeurs présentement. La prochaine question, eh bien, c'est une question qui est toujours polarisante dans peu importe quel sport. Lorsque vient le temps de nommer un GOAT, un greatest of all time, c'est toujours un peu, ça donne toujours place à des comparaisons un peu boiteuses. Quand on décide de comparer des époques, ben, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Et je pense aussi que les standards de tous et chacun sont différents lorsque vient le temps de faire cette nomination-là. Mais on a quand même quelqu'un qui nous a demandé de se prêter au jeu, donc j'ai décidé de, de respecter sa demande et de vous remettre la question. C'est Joe44 qui nous demande à qui attribuez-vous le titre de GOAT en F1? Donc je commence avec toi, Jean-Christophe. Pour toi, c'est qui le GOAT? Ouh. Moi, j'ai un choix extrêmement personnel et j'aurais un choix qui est plus objectif. Moi, j'irais avec mon préféré, c'est Gilles Villeneuve. C'est, d'après moi, il n'y a personne qui a été capable de capturer l'imaginaire comme lui, même d'autres très, très, très grands pilotes. Ça, c'était très personnel à moi. Et si j'avais à en dire quelqu'un qui est un peu plus objectif, personnellement, moi, j'irais avec Ayrton Senna. C'est celui qui est le second ou qui est peut-être même le devance en termes de à quel point ses performances sont cultes, font partie de l'imaginaire collectif et été révéré et vu comme l'affaire la plus proche d'un demi-dieu par ses fans et autres. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir en action, mais en parlant à ceux d'une génération un peu plus antérieure, le voir à l'œuvre, c'était quelque chose d'un outre-monde. Fait que
moi, c'est mes deux choix, très personnels. Ouais, mais je pense que les choix à tout le monde sont valables parce qu'il y en a pas de réponse exacte à ça. Puis je pense que la preuve le monde, c'est que leurs exploits ont traversé les générations aussi. Que même si tu n'as pas eu la chance de les voir piloter, ça a été la même chose pour moi. Ayrton Senna, très peu aussi. Donc, on les connaît et on est au courant de ce qu'ils ont accompli, de leur valeur encore aujourd'hui en 2024. Ça montre qu'ils se sont transportés justement à travers les générations. Ils ont marqué leur sport à leur façon. Donc, pourquoi pas, on n'aurait pas le droit de leur attribuer le titre de GOAT. De ton côté, Kevin, à qui revient ce titre-là? Comme mentionné, c'est très personnel. Puis moi, mon choix, euh, c'est un choix dans les débuts de l'histoire de la Formule 1. C'est Juan Manuel Fangio, qui a été le Hmm. premier grand champion de l'histoire de la Formule 1. Bien que la Formule 1 de l'époque n'a rien à voir avec la F1 actuelle et même depuis 10, 20, 30, 40 ans, on va dire, là, mais c'est quand même un pilote remarquable qui a pulvérisé les records et qui a côtoyé la mort pendant très, très, très longtemps. Et son ratio de victoire par rapport au nombre de Grands Prix frôle les 40 un peu plus de 45. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et Fangio a connu une super belle carrière. Donc, pour moi, mon goal personnel à moi, c'est Fangio. Ouais, puis en plus, il a fait ça à une époque, comme tu dis, frôler la mort, là. Quand tu as la moitié du corps qui sort de la voiture, puis ta seule Ouais. protection, c'est un casque de bain, là. C'est pas. Puis une paire de lunettes, là. Exact. Mm. C'est pas mal ça. C'est sûr que ça vient changer un peu la réalité là, qui entoure la Formule 1 quand on se replace dans cette perspective-là. Fangio aussi, là, tu dis les accomplissements qu'il a fait, il a été un pionnier. Je pense qu'il y aurait pas on Mm. n'aurait pas de podcast aujourd'hui sur ce sport-là s'il n'y avait pas eu justement des membres fondateurs comme Fangio qui ont vraiment Mhm. aidé à marquer l'imaginaire des gens. Pour ma part, là, je le mentionnais, oui, c'est polarisant. Oui, il y a plusieurs réponses à cette question. Et même si vous croyez que vous avez la bonne, mais rassurez-vous, vous ne l'avez pas parce qu'il n'y a personne vraiment qui peut vraiment dire hors de tout doute qui est le GOAT. Comme je l'ai dit, on a des paramètres différents. Certains vont prendre en considération quelque chose, il y en a d'autres qui ne le prendront pas. On a eu justement Kevin qui prend en considération Fangio à cause de son époque, à cause du danger, à cause de ses statistiques lorsqu'on tombe dans les statistiques, si on les compare à ceux d'aujourd'hui, ben, il est loin de ce que certains ont accompli, même si c'est grand ce qu'il a fait, parce que c'est pas la Mm. même structure, c'est pas le même nombre de courses, c'est pas tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un peu boiteux. Du côté de Jean-Christophe, ben, lui, il prend aucunement les statistiques en considération parce que Gilles Villeneuve n'a pas de championnat du monde, mais pour lui, c'est pas grave. Il considère quand même que c'est le meilleur de tous les temps par ses prouesses en piste et ce qu'il a réussi à accomplir avec son courage et tout ça. Même chose pour Ayrton Senna. Ben, lui, il en a des statistiques, mais ça a été, sa carrière a été coupée trop courte. On l'a perdu trop tôt à cause justement du danger qui est relié à ce sport-là. Moi, j'y vais avec Michael Schumacher. Puis la raison pourquoi j'y vais avec lui, c'est oui, il a les stats d'une certaine façon. Euh, Certains pourraient dire, ouais, mais Lewis Hamilton en a des meilleurs. Où je prends ça aussi en considération, mais où je vais plus loin dans mon évaluation, c'est ce qu'il a réussi à accomplir, du fait qu'il s'est joint à une écurie qui n'avait pas nécessairement une bonne voiture. Il a gagné son premier championnat. Ensuite, il a décidé de se joindre à Ferrari. Ferrari n'était pas dans leurs meilleures heures. On se cherchait, on avait des problèmes, mais il a décidé d'apporter, de relever le défi et d'apporter cette écurie-là à des niveaux de domination. Donc, ce n'était pas une domination avant qu'il arrive, mais ça en est devenu une grâce à son travail et au travers des autres avec lui. Donc, ce qu'il a réussi à construire derrière lui et à forcer les gens à le suivre. Donc, pour moi, ça a une valeur rattachée à ça. Il a apporté Ferrari vers cette domination-là. Puis une fois qu'il avait complété son travail, bien, il a pris comme une semi-retraite. Il a décidé de revenir en F1 et il a dressé les bases pour ce qu'on allait connaître, là, une des autres grandes dominations du sport, c'est-à-dire Mercedes. Parce qu'il ne faut pas oublier que oui, Michael Schumacher était là au début des flèches d'argent à leur retour en F1 en 2010. Mhm. Donc, Lewis Hamilton qui avait traversé des moments difficiles chez McLaren, était arrivé dans une voiture très bonne en commençant. Il a pu gagner. Il a même failli gagner le championnat à sa première année, mais il l'a plutôt gagné à sa deuxième. Et par la suite, quand il s'est joint, il a décidé de quitter parce que McLaren n'a jamais retrouvé la forme. Il a décidé de se joindre à Mercedes, mais les bases avaient déjà été implantées par Michael Schumacher. Donc, je ne peux pas entièrement donner le crédit à Lewis Hamilton pour ça, puisqu'on sait la transformation ou l'impact
qu'un gars comme Schumacher avait réussi à avoir, notamment chez Ferrari. Donc, j'ai pas de misère à croire qu'il a fait la même chose chez Mercedes. Euh, Ceci étant dit, ça n'enlève rien à la carrière de Lewis Hamilton, sauf que le côté d'être capable d'apporter une écurie ailleurs, les réglages, trouver ce qu'une voiture manque pour en faire une bonne voiture, ça, je pense que ce côté-là, malheureusement, Lewis Hamilton, il ne l'a pas. Il est le meilleur quand on le place dans une voiture et on lui demande de gagner et que la voiture peut rendre la marchandise. Je pense que on ferait appel à ses services là, 9 fois sur 10, ce serait lui qu'on choisirait pour ça parce qu'il est capable, il est un bon usager, là. Il est bon pour piloter une voiture, mais tout ce qui englobe ça, des choses que moi je prends en considération personnellement pour juger le GOAT, mais ça, il ne remplit pas ces cases-là. Toi, Kevin, est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu penses que qu'il ne faut pas trop tenir en considération ce qu'un pilote fait à l'extérieur de la piste, pas nécessairement du côté politique ou des engagements, mais du côté toujours relié à la performance d'une voiture, là? Je te dirais qu'Hamilton a quand même réussi à amener bon, Mercedes à un certain niveau parce qu'il a fallu continuer le travail aussi que Schumacher avait commencé et tout. Donc, ça, il a réussi à le faire et tout. Je considère également Michael Schumacher comme une très, très belle option pour être un des GOAT, soit dit en passant. Euh, Comme je dis, c'est des choix personnels et tout, mais Hamilton peut être tout aussi bien considéré comme l'un des GOAT par ses fans, par plusieurs personnes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ben oui, certainement, parce que là, les chiffres, là, quand on regarde, là, Oui, si, exact. si on prend si on regarde juste le tableau des statistiques, et bien entendu qu'il n'y a même pas de question à se poser, c'est Lewis Hamilton. Mhm. Comme je dis, c'est quand on regarde un peu plus loin. Comme je vous dis, c'est vraiment c'est différent pour chaque personne. Les personnes, il y en a qui vont dire, non, moi, je regarde juste le tableau des statistiques. La même chose dans tous les sports. On dit, c'est lui le meilleur buteur, c'est lui le meilleur. Donc, Hamilton, plus de victoires, plus de pôles, c'est lui. Mais quand on regarde plus loin, et puis je pense que, tu sais, oui, il faut regarder Mhm. les époques aussi, sans les comparer, il faut regarder les époques. Quand on va vouloir peut-être un jour inclure un Max Mhm. Verstappen dans cette conversation-là, mais on va prendre en considération ce qu'il a fait. Et quand on prend les témoignages d'un gars justement comme Adrian Newey, comme Pierre Vacher, on dit qu'il a aidé au développement de la voiture. C'est aussi un gars qui passe énormément de temps dans les simulateurs, ce que Lewis Hamilton ne fait pas. Donc, je ne peux pas attribuer le développement d'une écurie à Lewis Hamilton s'il ne prend pas le temps dans le simulateur. Il le fait à sa façon. C'est sûr qu'il donne des comptes rendus, mais on l'a vu là, dans les dernières saisons où supposément, il faisait des tests de réglage, mais plus souvent qu'autrement, il avait les moins bons réglages que Mhm. son coéquipier George Russell. Il y a Ouais. aussi le fait que j'ai de la misère à comprendre qu'un GOAT, un greatest of all time, aurait été vaincu par ses coéquipiers aussi souvent que Lewis Hamilton l'a été. Oui, contre Mhm. Alonso, première saison, c'était un accomplissement 109 à 109 au pointage, mais ensuite, on sait il n'a pas eu le dessus sur Jenson Button. Jenson Button est quand même un champion du monde. Il n'a pas eu le dessus sur Nico Rosberg à une reprise. Il est devenu champion du monde. Et là, dans les dernières saisons et même cette saison, il n'a pas le dessus sur George Russell. Donc, pour moi, c'est comme impossible de dire il est le plus grand de Mhm. tous les temps, mais ça arrive que son coéquipier a le dessus sur lui. Toi, quand t'en penses quoi Yeah. de ton côté, Jean-Christophe? Euh, Exactement. J'ai l'impression qu'Hamilton, autant que c'est un talent exceptionnel, il a été très chanceux dans son orientation de carrière au moment où il était à chaque moment de sa carrière. Fait, il était dans les positions propices pour avoir le plus de championnats, mais je crois qu'il y a d'autres pilotes qui, dans les mêmes circonstances, auraient fait aussi bien, sinon mieux que lui. Comme vous dites, il n'a pas été constamment hyper dominant avec ses coéquipiers. Nico Rosberg, je peux penser. Nico Rosberg, c'est un bon pilote, mais je pense pas que c'était la mer à boire. Je pense qu'il y avait plus un aspect psychologique là-dedans et aussi un des points faibles de Lewis, c'est son côté psychologique, selon moi. Mais n'importe qui est fan de Lewis Hamilton qui dit que c'est le GOAT, statistiquement parlant, j'ai rien à dire. C'est juste pas mon opinion. Et j'irais peut-être plus avec un Schumacher si j'avais à comparer les deux, moi aussi. Pour vraiment plus que comme vous avez mentionné tantôt, il a pris une équipe qui était pas terrible, les Ferrari de 96. Puis là, Mhm. 3-4 ans après, ils ont transformé ça dans une des plus grosses dynasties du monde, pas juste de la course, mais du monde du sport, point. Donc, même s'il y a un titre, on a le même nombre de titres, l'autre a plus de pots, blablabla, plus de victoires. Moi, je suis peut-être plus du côté à Schumacher, mais j'en avais rien aux fans à la crowd Hamilton, on va dire. Oui, et l'avantage que Hamilton a sur Schumacher, c'est que sa carrière n'est pas terminée.
Donc, c'est Exact. dépendamment de ce qu'il va accomplir chez Ferrari, ça pourrait venir cocher la fameuse case que je ne peux pas mettre un crochet dedans, de dire il a pris une écurie et il l'a emmené vers la victoire, il l'a poussé à Ouais. un autre niveau parce qu'il pourrait le faire chez Ferrari la saison prochaine, transformer cette écurie-là et là, j'aurais pas le choix de dire waouh, il a accompli quelque chose. Là, il l'a fait. Puis du côté de Verstappen, ben oui, en 2016, Red Bull allait nulle part, mais depuis ce temps-là, on était rendu quatrième écurie. On était en danger peut-être d'être rétrogradé à la cinquième position même, mais il a réussi à ramener Red Bull et a construit une domination un peu à l'image de Michael Schumacher. Et si un jour, il n'est pas trop tôt, là, si un jour on veut inclure Max Verstappen dans cette conversation-là, il va falloir aussi mentionner qu'il le fait à un air où on a instauré un plafond budgétaire en Formule 1. Donc, ça, Aussi. c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Oui, le plafond budgétaire, mais on le parlait aussi en début d'épisode, on a aussi des restreintes pour les écuries qui performent Mhm. trop. Donc, on les soumet à un handicap dans le développement. Donc, tous ces règlements-là qui servent à rapprocher le peloton. Si Verstappen continue d'être capable d'aller chercher des championnats et de dominer à un air de plafond salarié, de plafond budgétaire comme ça va falloir le prendre en considération aussi. Ton côté, Kevin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la conversation du GOAT, qui est une conversation qui se terminera jamais, là? Tu parlais ouais, tu parlais du côté de Verstappen. Je me souviens qu'il y a un ancien pilote, Gerhard Berger, qui a mentionné que Verstappen pourrait être le plus grand pilote de tous les temps, même surpassant Ayrton Senna et Michael Schumacher. Juste de la façon qu'il conduit, des exploits qu'il réussit à faire, de comment il réussit à amener une voiture à un tel niveau de performance, ça vient de me remonter à l'esprit. Et je me suis dit, ben, il a quand même pas tort, Gerhard Berger. C'est un ancien pilote. Ça n'a pas été pilote avec la carrière la plus exceptionnelle, mais il faut prendre son avis en considération. Et je pense qu'il y a d'autres anciens pilotes aussi qui l'ont mentionné que Verstappen pourrait devenir le plus grand pilote de tous les temps. Peut-être pas nécessairement à battre tous les records, mais juste de la façon dont il a réussi à amener sa machine vers les sommets. Mais il y avait le regretté Niki Lauda, justement, qui avait mentionné là, Mhm. dans les débuts de la carrière de Verstappen, qui avait dit ça, c'est le genre de pilote qu'on a une fois à tous les siècles. Donc, puis Mhm. cette parole-là, non seulement, oui, elle vient de Niki Lauda, multiple champion du monde, mais elle vient aussi d'un gars qui était un employé de l'écurie Mercedes, consultant de Mhm. Mercedes, qui avait accès aux statistiques de Lewis Hamilton et à tout ce qui entoure Lewis Hamilton, donc qui avait été à l'avant pour dire ça, ce genre de pilote-là, Verstappen, ça, on a ça une fois par siècle. Donc, il le plaçait directement dans une autre catégorie. Jean-Christophe, as-tu quelque chose à ajouter en terminant? À moins qu'on veut partir dans une conversation pour une autre heure, moi, j'ai pas rien à ajouter. Donc, ça sera peut-être un sujet, peut-être même en faire un épisode au complet, si ça, à l'avenir, mais on voit les gros sujets, on a pas mal fait quelque chose. Oui, exactement. Ben, écoute, c'est ça, on ne s'étirera pas plus là-dessus. De toute façon, je pense que peu importe la réponse qu'on a donnée, il y a des gens qui vont soit avoir des débats de leur côté ou qui vont nous-mêmes nous écrire pour dire là, ça, je suis pas d'accord avec ça. Ou chose, c'est ce que je veux dire par le fait que c'est polarisant et qu'on n'en voit jamais la fin. Mais c'était la question de Joe 44, puis je voulais quand même qu'on Ben se oui. prête à l'exercice aujourd'hui, là, C'est qu'on ait un peu plus. toujours le fun de se lancer dans le débat. Anyway, même si on arrive, on n'est pas plus avancé à la fin, mais c'est toujours agréable. Oui, exactement. Ah ben, les gars, c'est ce qui complète notre épisode pour cette semaine. On va avoir un peu plus de temps au cours de la période de vacances là, qui s'en vient. Donc, on se promet d'avoir un épisode. On va s'organiser quelque chose où on pourra même dresser le bilan des écuries et le bilan des pilotes. Là, on va se faire un épisode spécial de mi-saison. Là. Tout ça, ça pourrait s'en venir. Ben, il reste encore 2 grands prix avant la pause, mais on pourrait peut-être ramener aussi certains sujets plus libres comme ça, comme celui du GOAT en F1. Mais en terminant, je vous remercie d'avoir été là. Toujours super pertinent de pouvoir passer à travers les sujets et les questions de nos auditeurs ensemble. Donc, merci à toi, Jean-Christophe. Tu es à Mosport pour le week-end. Qu'est-ce que tu prépares là-bas? Juste avec l'équipe de Ramstar Racing with Fast MD, on est au week-end de LMP3 IMSA VT Sports Car Challenge. Donc, moi, je fais juste, comment dire, préparer un petit peu peut-être mon arrivée pour la saison prochaine, préparer un petit peu, peut-être même à la fin de la saison, on regardera comment ça va. Mais, c'est juste pour, comment dire, s'intégrer dans l'équipe et faire un petit peu partie du moule, pour que ça a l'air. Tu fais ton Liam Lawson présentement, là. Ouais, exact, exact. Je suis en train d'avoir du capital de sympathie.
Ben, ici, tu l'as déjà, là. On est derrière toi, tu le sais. Et Ah, ben, c'est bon. de ton côté, Kevin? Ben écoute, peut-être un nouveau projet qui s'en vient éventuellement sur une écriture fictive. On va dire que ça peut avoir rapport à la Formule 1, ça peut-être rapport à un concept de monoplace. C'est encore en développement, mais l'idée est lancée. Le projet prend son cours tranquillement pas vite. Bon, ben, on a bien hâte d'en savoir plus aussitôt que tu vas être en mesure de nous en donner plus. Merci les boys Ouais. et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Avec plaisir. Passe-moi fin de semaine. Merci, pareillement, bye bye. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 12 juillet. Notre prochain rendez-vous sera vendredi prochain en marge des séances d'essai libre du Grand Prix d'Hongrie. D'ici là, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur Spotify et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance à F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.